Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Alter Radio Nous a rejoint sur ce plateau Dominique de Villepin. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là dans un moment où une escalade générale a lieu sur tous les fronts simultanément. On l'a vu, Beyrouth. Regardez les images dans le détroit d'Ormuz où les Iraniens ont frappé les premiers bateaux, mais où les Américains revendiquent aussi la destruction ce soir par la voix de Donald Trump de 28 navires. Comment regardez-vous l'escalade que nous vivons là en direct ensemble ? Nous avons l'extension géographique et la cristallisation sur certains points importants. On le voit à Téhéran, on voit le détroit d'Ormuz, on voit le Liban, le pauvre Liban, malheureusement. On voit également la surprise qui est celle de ceux qui étaient pourtant baptisés de réalistes, mais qui regardent le réel avec un marteau. Quand le réel doit être pensé. Penser le réel par le droit, c'est ce qui a fait défaut, nous le savons, mais penser aussi le réel par l'histoire, car il s'agit de se souvenir et de mesurer ce qui a été fait dans le passé. Nous avons déjà vécu des drames de ce type, et nous savons malheureusement que la violence aveugle sans objectif politique, et je pense que le drame supplémentaire que nous vivons est accru par le fait qu'il n'y a pas d'objectif clairement défini. Il y a un flou stratégique. Et puis nous ne pensons pas également le réel à travers... et ça, c'est un élément qui est important à travers la science, et on le voit en matière économique. Fermer le détroit d'Ormuz, tout cela est parfaitement prévisible, comme était prévisible le fait que le changement de régime ne s'opérerait pas à travers la décapitation des principaux dirigeants, comme était prévisible le fait que ce régime allait se durcir, et on voit la nomination du fils de celui qui était en place, et comme il était prévisible que le détroit d'Ormuz et les États du Golfe seraient frappés, tout ceci avait été annoncé par le régime iranien. Donc nous constatons, et c'est important de le dire parce que presque tous les plateaux des chaînes en continu disent la même chose. Le réel serait l'apanage de ceux qui plaident pour la force. Le réel n'est pas du côté de la force parce que nous savons que cette force n'est pas suffisante compte tenu des objectifs qui seraient visés. Et c'est là où je veux juste terminer en disant que pour nous tous, parce que je pense que nous partageons tous le même objectif, c'est que ce régime puisse tomber et que la souffrance du peuple iranien puisse se terminer. Eh bien, pour cela, il est important aujourd'hui de corriger le regard qui est porté sur la région et de réfléchir avant d'ajouter du malheur au malheur. On reviendra dans le détail au chapitre que vous ouvrez. On s'appuie évidemment aussi sur les informations et les images en cours. Vous connaissez très bien la région. Quel est le levier exact que le régime, que la République islamique possède pour, dans cette dissuasion du faible au fort, ils sont là, ils tiennent pour l'instant, ils arrivent à compliquer énormément la circulation dans le détroit. Ils sont sur un détroit qui, par endroit, fait un peu plus de 30 km². Et ils disposent, le long de la côte, de toute une série d'abris et de bateaux plus ou moins sophistiqués qui leur permet, avec l'arme du pauvre,
La mine, ça coûte pas grand-chose, une mine, c'est facile à poser. Et il dispose donc d'une maîtrise, d'une latitude sur une zone absolument stratégique pour le monde. 20% du pétrole qui passe par là, toute l'Asie qui est irriguée en produits passant par le détroit d'Ormuz. Donc c'est un avantage stratégique très important. Et puis surtout, c'est ce qu'il faut noter ce soir, il dispose pour la première fois dans cette tragédie, il dispose de l'initiative. C'est eux qui sont en initiative. Grande différence. Mais c'est un élément très important sur le plan stratégique quand on voit l'asymétrie qui existe entre la puissance américaine, la puissance de feu israélienne conjuguée, comparée à ce qu'est aujourd'hui la capacité iranienne. On se rend compte là qu'ils sont en train de reprendre l'initiative dans le récit. Alors, sans doute pour pas très longtemps, mais il dispose de la capacité de durer, là où Donald Trump, manifestement, on le voit, même s'il oscille en permanence, a aujourd'hui très clairement en tête le souci de terminer cette guerre, et dans les meilleures conditions possibles. Dominique de Villepin, vous avez écrit, souvent vous avez écrit des textes importants, anciens déjà, sur, vous compariez même ça à ce que Napoléon, quand il s'est cassé les dents sur l'Espagne, où des puissances qu'on croyait sans frein, sans limite, butait sur une résistance. Mais la leçon de l'histoire, elle est importante. Elle est importante quand on oublie que la puissance ne peut pas tout quand elle n'est pas stratégique, c'est-à-dire quand elle n'a pas un objectif précis. Et historiquement, nous sommes instruits, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye et encore au Sahel, nous sommes instruits du fait que quelle que soit la puissance, et là ce sont les États-Unis, et on l'a vécu déjà au Vietnam, nous l'avons vécu en Algérie, quelle que soit la puissance, elle ne peut pas gagner si elle ne respecte pas un certain nombre de règles, dans des combats qui sont des combats asymétriques. Et par opposition, parce qu'il faut réévaluer, j'entends toutes les critiques qui sont faites contre les naïfs qui seraient les apôtres du droit international. La politique, par contre, si la force n'a pas réussi à changer des régimes, on n'a que 2 cas de réussite dans les 30-40 dernières années, on a le Panama et on a la Grenade. Tout le reste a été un échec retentissant. Et donc, si on prend par contre les changements qui ont pu être possibles politiquement, on a l'exemple de l'Afrique du Sud. C'est un exemple majeur. On a l'exemple du Chili après Pinochet. Donc, nous ne sommes pas démunis. Et une fois de plus, je le redis, ceux qui sont les idéalistes, en l'occurrence, ceux qui sont dans la réalité des choses, ce ne sont pas les tenants de la puissance qui, en l'occurrence, sont victimes de leur hubris. Parce que toute la tragédie que nous vivons, c'est un mauvais rapport de force entre l'estimation de la puissance et le réel. Il y a un mauvais ajustement. C'est ce que je qualifierais de politique du marteau. On a un marteau, et Obama l'avait très clairement dit, et parce qu'on a un marteau, on tape sur tous les clous qui sont devant nous. Quel est le risque Ça maintenant? ne permet pas Quel est selon d'avoir des vous résultats. le risque immédiat? On reparlera du risque à long terme de toute la région, mais le risque immédiat, on voit ces images de Téhéran bombardées, il y a eu l'affaire de l'école et l'enquête suit son cours, mais selon toute probabilité, c'est bien un tomahawk américain qui a causé la mort de nombreux enfants dans cette école à Téhéran. Selon vous, est-ce qu'on est au stade où les bombardements risquent de devenir moins indistincts? Le drame, c'est bien sûr le bombardement sur des populations civiles, c'est les frappes sur des populations civiles, 800 000 réfugiés au Liban. Enfin, il faut mesurer les conséquences de cette intervention. Et donc, il y a une dimension opportuniste aussi. Israël saisit cette occasion pour pousser encore plus loin sa volonté de sécurité. On comprend que la stratégie israélienne a changé du tout au tout après le 7 octobre. Et après une telle tragédie, on peut comprendre qu'ils aient fait une révision stratégique. Mais là, l'objectif, c'est une sécurité à tout prix et quoi qu'il en coûte. Et de ce fait, on ne tolère aucun risque. Et surtout, le seul moyen qu'on veut accepter, c'est l'outil du bombardement et de la guerre. Mais Monsieur le Premier ministre, de ce point de vue-là, est-ce qu'ils réussissent, qu'on l'approuve ou qu'on ne l'approuve pas? Quand on voit, ils ont réussi à tuer Nasrallah, ils ont tué Haniyeh, ils mènent ces opérations en Iran, ils poussent le Hezbollah, ils ont tué tant d'officiers du Hezbollah terroriste. Au fond,
Que ça plaise ou non, est-ce qu'il réussit? C'est ce que Netanyahou réussit. Je pense que Netanyahou réussit parfaitement dans le cadre de la stratégie qu'il a posée. La question, c'est que Netanyahou est dans une stratégie sans fin. C'est une guerre illimitée. À partir du moment où vous tondez la pelouse tout autour d'Israël, soit vous êtes dans une stratégie du grand Israël, soit vous êtes dans une stratégie où vous avez besoin en permanence de bouger partout autour de vos frontières, d'où la stratégie au sud Liban et même au-delà, plaine de la Bekaa, sud Beyrouth, soit la même chose dans le sud de la Syrie, en Irak et ailleurs. Donc vous êtes dans un expansionnisme, vous êtes dans une stratégie de sécurité à tout prix qui ne peut pas s'arrêter parce que il y a toujours une opposition. Et le principal danger de cette stratégie dans le moyen long terme, c'est de voir une recrudescence de la violence et du risque terroriste. Que peut faire-il d'autre? Regardez, ce que vous dites en Californie, Dominique de Villepin, qui peut se produire demain en Europe, et surtout le risque de prolifération, parce que la première leçon que vont tirer tous les États du monde, c'est que si vous voulez être protégé du risque d'une intervention militaire comme celle que nous connaissons, eh bien, il faut avoir la bombe nucléaire. Et par ailleurs, aujourd'hui, à partir du moment où l'Iran est considérablement affaibli, c'est tout un nouveau rapport de force qui va se créer au sein du Moyen-Orient, et Israël devra alors traiter avec d'autres puissances, l'Arabie Saoudite bien sûr, on peut espérer que les accords d'Abraham reprendront le dessus, mais aussi la Turquie. Donc ces jeux de rivalité ne s'arrête pas. Monsieur le Premier ministre, parce votre regard... Il n'y a pas de sécurité sans stratégie politique en attendant, et sans reconnaissance de ses voisins. On vous entend bien, mais en attendant, ça c'est l'image en direct. Que font les Israéliens et que pourraient-ils faire d'autre? Regardez, ils sont en train de bombarder de manière très massive Beyrouth, et vous avez raison de le rappeler, il y a des centaines de milliers de déplacés, centaines de milliers de personnes. D'ailleurs, la France appelle à la cessation de cette opération, en tout cas dans ces conditions-là. Mais enfin, le Hezbollah tire en direction d'Israël. Il est mélangé à la population dans Beyrouth. Qu'est-ce qu'il peut faire? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, un jeune Libanais, qu'est-ce qu'il aura d'autre qu'un projet de vengeance contre ceux qui ont détruit sa maison, détruit sa famille? C'est ça qui est terrible. C'est que cette région, elle est enchaînée à un destin de violence. Elle est enchaînée à la revanche. Et c'est bien là où il faut qu'à un moment donné, l'Europe soit capable de porter ce projet d'autre chose qu'un Moyen-Orient condamné à la violence, et en particulier d'un Moyen-Orient qui est capable d'instaurer une règle entre pays voisins, une règle régionale. Regardez comment l'un des risques majeurs pour cette région, c'est la question de l'eau. Eh bien, nous sommes dans une guerre qui aujourd'hui touche les usines de dessalement. C'est-à-dire que les infrastructures en eau risquent de poser demain un problème majeur pour certains États qui sont dépendants à 90% d'usines de dessalement. Est-ce que vous vous rendez compte, cette politique de la terre brûlée, les conséquences qu'il va y avoir pendant des années et des années? Mais a-t-on encore les leviers? A-t-on encore les leviers sur le Dominique de Villepin? Vous avez été aux affaires, par exemple, à l'époque où Chirac était très populaire dans la région. Hier, sur notre plateau, Sophia Amara rappelait quand il est mort à Bagdad, même après sa mort, les gens accrochait son portrait dans les rues. Voilà. À l'époque, la France avait la main. Aujourd'hui, on a l'impression que les Américains agissent, bien ou mal, et qu'en dehors d'eux, personne ne peut rien faire. Les Américains agissent, mais les Américains vont être confrontés aux conséquences de leurs actions. C'est-à-dire que cette politique, on peut bien sûr souhaiter que ce régime va tomber et que le peuple iranien va être libéré. Si j'allais dire que dans cette immense catastrophe, s'il y a une chose qu'il faut souhaiter, c'est la libération du peuple iranien. Mais les leçons devront être tirées. Et en particulier, je le redis, sur les limites de l'emploi de l'arme militaire sans véritable stratégie. Et nous sommes de ce point de vue-là dans une situation qui s'est à bien des égards dégradée par rapport à la situation de 2003. Parce qu'en 2003, il y avait une véritable coalition qui était organisée autour de George W. Bush. Il y avait par ailleurs un vote du Congrès qui avait donné son accord à cette intervention. Il n'y a rien de tout ceci aujourd'hui. Il y a 2 États qui mettent en œuvre une politique unilatérale, préventive, et dont nous voyons qu'aujourd'hui, elle risque d'être hors de tout contrôle. Vous dites que c'est pire qu'en 2003 quand vous aviez dit non à Bush? Du point de vue de l'absence de cadre
de l'égalité et de légitimité, oui, nous sommes au-delà. En 2003, rappelez-vous, en 2002, il y a eu un passage par les Nations Unies. On a passé des mois à discuter une résolution des Nations Unies, et ce n'est qu'à la fin que les États-Unis ont décidé de s'abstenir de ce cadre onusien. Mais il y a un effort important qui avait été fait à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes en dehors de cela. Pourquoi ? Parce que Donald Trump apporte une nouveauté. Et cette nouveauté, c'est un culte absolu de la puissance. La conviction qu'à tout moment, il peut, par la puissance américaine, fixer sa règle comme bon lui semble. Et sans avoir de vision, sans avoir de stratégie, sans se soucier des résultats. Regardez au Venezuela. Est-ce que le peuple vénézuélien a été libéré ? Est-ce qu'une transition démocratique... Il y a des prisonniers politiques libérés. Tant mieux pour eux. Quelques-uns. Tant mieux pour eux. Est-ce que paradoxalement, il n'est pas plus réaliste que Bush ? Rappelez-vous, Bush, lui, il a éradiqué tout un régime. Il a voulu tout changer. Ce que dit Trump en Iran, même, c'est que si le régime se normalise, comme il y a d'autres régimes normalisés dans la région, y compris ceux avec lesquels la France a de bonnes relations, eh bien, il s'en contentera. Est-ce que ce n'est pas paradoxalement plus réaliste ? Et je vous le redis, ce n'est pas ça le réalisme. Le réalisme, c'est de composer avec des instruments qui donnent des résultats dans la durée. Là, on est parti pour une instabilité longue, on est parti pour peut-être une déstabilisation de l'ensemble de la région, pour des conséquences économiques qui risquent d'être très durables, pour une situation des pays du Golfe qui sera durablement compromise en termes de stabilité et d'image des sociétés de ces États. Donc nous sommes devant quelque chose qui ne se refermera pas demain matin. Donc je crois que cette responsabilité-là, il faut l'avoir en tête, et les peuples du monde regardent cela, et vous savez comme moi qu'une grande majorité des peuples du monde et des États du monde regardent cela avec stupéfaction. Quel est selon vous là le risque qui serait lié à des interventions de troupes au sol ? Axios, la presse américaine, Caroline Leavitt elle-même est un peu ambiguë sur le sujet. L'hypothèse que des troupes au sol interviennent maintenant, notamment la 82e aéroportée, pour agir, pour aller chercher le stock d'uranium enrichi de plus de 400 kilos, commence à prendre corps. Est-ce que pour vous ce serait une escalade significative ? Ce serait d'abord prendre le risque pour les troupes américaines, ce serait prendre le risque d'un enlisement, parce qu'envoyer les troupes au sol, c'est prendre le risque qu'ils soient capturés. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la tentative menée par Jimmy Carter pour libérer les Américains de l'ambassade ? Eh bien, le commando a été capturé. Donc, ce sont des opérations hautement périlleuses. Partir de l'idée, le réalisme, qu'on ne peut pas déployer d'importantes troupes au sol, qu'on envoie des commandos, par exemple sur l'île de Kark, ou par exemple pour essayer de trouver l'uranium enrichi, ce sont des actions qui peuvent réussir si on a une information très spécifique et une mission très brève, comme celle qui a été menée au Venezuela. Mais est-ce que c'est à l'échelle de l'ambition, en l'occurrence, la chute du régime, et permettre de libérer le peuple iranien ? Une fois de plus, quel est l'objectif ? Quel est l'objectif ? Et je crois que nous sommes tous aujourd'hui dans une situation, soumis à une situation de confusion qui peut tourner véritablement à un risque encore accru. Quel moment vivons-nous, cette façon qu'a le président Trump, et vous avez raison de le souligner, alors est-ce que c'est bien ou mal, chacun juge, mais d'aller chercher comme ça le président vénézuélien, d'aller tuer hors de tout mandat, hors de toute coalition, etc., d'aller tuer Khamenei. On a d'autres images de ce soir, on va les voir, où cette fois c'est l'armée israélienne qui produit ces images où ils vont viser même nommément des chefs des gardiens de la révolution. Et tout à l'heure sur ce plateau, il y avait un franco-iranien qui disait oui, bien sûr, ils sont contents qu'ils meurent et en même temps on est hors du droit. Voilà ces images-là où on voit que l'armée israélienne, elle a un degré, une finesse, disons, d'information, qu'elle sait que pour ça on peut lui faire confiance, je crois. Ils ont montré avec Khamenei que oui, ils ont des informations très précises. Oui, il y a à la fois du renseignement humain, il y a du renseignement qui est accru par l'intelligence artificielle, qui permet, avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, d'avoir véritablement une précision extrêmement grande. Mais une fois de plus, vous décapitez le régime à travers un certain nombre de têtes qui tombent. Est-ce que pour autant le régime s'effondre ? Est-ce que pour autant il n'y a pas le risque de voir un durcissement encore plus grand ? Le fils a remplacé le père. Est-ce que le fils est plus modéré que le père ? Je ne crois pas qu'on puisse être rassuré à cet égard. Donc il y a aujourd'hui dans l'art de la guerre une influence majeure
de l'imaginaire des séries américaines. On voit comment Hollywood, Netflix, Disney illustrent les vidéos de Monsieur Pete Hegseth ou de Donald Trump, ou les vidéos officielles de la Maison-Blanche. On est dans un imaginaire de super-héros. Malheureusement, la guerre, c'est pas ça. Et pourtant, c'est la réalité de la puissance américaine. Vous le dites vous-même de manière très intéressante. C'est la première fois où la superpuissance numérique, la surveillance de masse, fait que les États-Unis d'Amérique ont une sorte de vision panoptique du monde. Ils savent à chaque seconde où est tel ou tel ennemi. Ils peuvent le tuer. Oui, ils peuvent le tuer et ils peuvent aussi être dépassés par la capacité de la machine à prendre l'initiative. Nous le savons, c'est tout le débat entre Anthropic et OpenAI. Il y a aujourd'hui la question de maintenir une capacité humaine de contrôle sur la machine, en particulier vis-à-vis de la surveillance de masse ou de la robotisation. Une fois que vous avez mis en place un robot tueur et que vous lui avez donné des instructions, y compris si à un moment donné il était coupé de sa source, eh bien ce robot peut se retourner contre vous si les choses évolue mal. Qu'avez-vous pensé, Dominique Villepin? Dites-nous les choses franchement. Le moment où on a appris qu'ils avaient tué Khamenei, parce que dans l'histoire des relations internationales, tuer le chef, alors il a un statut un peu bizarroïde, il n'est pas mon chef d'État, mais enfin il est dirigeant de fait, hein, c'est quand même très rare. Qu'est-ce que vous avez pensé? C'est la première fois que cela arrive. Et ce que j'ai pensé d'abord, c'est l'espoir que ce régime puisse être un peu plus fragilisé, même si je connais suffisamment le régime iranien pour savoir qu'il serait aussitôt remplacé. Mais c'est aussi le fait que nous rentrons dans une zone dangereuse où aucun chef d'État n'est désormais protégé. Puisque à partir du moment où les États-Unis et Israël assassinent un officiel d'un État aussi voyou soit-il qu'est le régime iranien aujourd'hui, eh bien la réciproque peut être vraie à tout moment. Donc c'est une erreur? Je ne dis pas que c'est une erreur, je dis que nous rentrons dans un monde encore plus dangereux. Moi j'ai le souci, et c'est le métier de diplomate qui est le mien, et de responsable politique, de faire en sorte que nous entrions dans un monde plus sûr. J'ai le souci que la promesse qui est faite et qui a été comprise comme telle au peuple iranien ne soit pas trahie. Et j'ai peur que cette trahison, compte tenu des moyens qui sont employés, compte tenu de l'inconséquence, compte tenu de l'impréparation, compte tenu de l'inculture de ceux qui sont amenés à décider, eh bien j'ai peur que cette parole ne puisse pas être tenue. Et je vois bien qu'il y a aujourd'hui une situation. Je ne devrais même pas parler d'impatience. C'est que le peuple iranien n'en peut plus. Et cette exaspération, elle est évidemment suspendue à ce que peuvent faire aujourd'hui et Israël et les États-Unis, mais je le sais d'expérience, le raccourci de la guerre crée beaucoup d'espoir, mais l'expérience historique nous a appris que ça ne marchait pas comme cela. Et pourtant, que dire à ceux qui disent, au total, dans la région, les Américains, c'est paradoxal. Oui, ils ont menti pendant la guerre d'Irak, et vous êtes opposé à ça, ils ont menti, ils ont fait une guerre d'agression, mais au total, si vous regardez sur une génération, le dernier verrou, il est là, c'est l'Iran. Saddam est tombé, même la Syrie, alors c'est un ex-djihadiste, mais maintenant il s'est limé les dents, hein, il est reçu à Washington, il est reçu à Paris, bon, peut-être qu'il a changé pour de vrai, c'est peut-être fin, mais de fait, le dernier verrou est celui-là. Non. Et des gens comme Blair disent, au fond, Blair dit oui, j'ai soutenu un mensonge, mais que répondre à ça? Mais Blair, il plaide, il portera toute sa vie et bien longtemps après, pour les générations futures, le poids d'un mensonge. Ils ont menti, mais est-ce qu'ils ont gagné? Non, pour une raison très simple. C'est que vous regardez aujourd'hui le Moyen-Orient. C'est une série de pays en ruine. C'est ça, le trophée américain des États faillis. Tout à fait, attendez. Tout à fait. MBS, MBZ. Regardez le Yémen, regardez l'Irak, regardez le Liban, regardez la Syrie. Tout ça, c'est vrai. Mais regardez l'Arabie Saoudite, regardez les Émirats Arabes Unis, regardez tous ces régimes. Ils sont pleins d'argent, ils sont pas démocratiques, c'est vrai, mais plein d'argent. Ils achètent des Rafales, ils achètent des F-35. Ils se sont couchés. Monsieur Rochebin, combien de temps et combien de traumatismes au lendemain de cette opération? Vous avez envie d'acheter un appartement à Dubaï? Vous avez envie de passer vos vacances à Dubaï? De toute façon, non, mais c'est un autre sujet. Oui, mais c'est en tout cas la préoccupation de ces régions-là. Elles avaient tout misé, avec une certaine naïveté d'ailleurs, elles avaient tout misé sur l'idée que jamais on ne toucherait à ces États. Or, on constate leur vulnérabilité. Et croyez-moi, cette vulnérabilité, elle va conduire ces États à sans doute mettre en œuvre d'autres politiques. Parce que la décision de frapper
l'Iran en l'occurrence, ou aujourd'hui le Liban, elle a été prise sans aucune concertation. C'est-à-dire qu'ils ne comptent pour rien. Alors aujourd'hui, on veut raconter que, en fait, ils sont ravis, qu'ils sont très contents, qu'on les débarrasse du régime iranien. Je connais toutes ces versions, le mépris qu'on a souvent en Occident pour la rue arabe. Il n'empêche qu'ils sont rentrés dans une nouvelle histoire et que la récomposition du Moyen-Orient, qui avait été rêvée par George Bush, qui est rêvée aujourd'hui par Donald Trump, qui n'est pas rêvé par Benjamin Netanyahou parce que ce n'est pas son souci. Son souci à lui, c'est de maintenir en permanence cette insécurité qui est la meilleure garantie, pense-t-il, pour Israël. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, nous avons devant nous un immense travail. Et le premier travail que nous avons à faire, parce qu'il faut essayer d'être constructif, Monsieur Rochebin, le premier travail que nous avons à faire, c'est à accompagner les oppositions iraniennes pour qu'elles puissent se préparer à prendre des responsabilités. Et il y a un immense travail à faire. D'abord parce que nous savons que c'est un pays composite, même si tout au long du XXe siècle, il y a un nationalisme iranien qui s'est développé. Il y a aujourd'hui sur le plan politique, certes, pour nombre d'Iraniens, l'idée que Raza Pahlavi puisse être la figure qui rassemble, mais tout ceci ne se fera pas facilement. Donc, créer une grande plateforme de l'opposition iranienne qui puisse aujourd'hui préparer une alternative pour demain, en souhaitant que demain soit le plus rapidement possible. Tout dans cette crise montre à quel point nous dépendons des États-Unis. Il y a une espèce de colonisation de fait. Regardez la carte des bases américaines en Europe. On voit bien à quel point, d'ailleurs, l'Espagne est sans doute le seul pays qui s'oppose complètement à cette guerre. Ils disent non à la guerra, ils sont tout à fait opposés à cela, et je sais combien vous êtes sensible. Regardons la carte des bases américaines en Europe. Quand on voit ça, vous qui vous revendiquez du gaullisme, on voit bien à quel point il y a une différence française. Mais je ne me revendique de rien du tout. Vous êtes gaulliste. Je suis gaulliste. Oui, vous êtes gaulliste. N'employez pas, n'utilisez pas une grande cuillère pour dire une. Mais vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Disons qu'il y a beaucoup de gaullistes. Oui, mais je suis le seul qui le prouve. Bon, comme vous voudrez. En tout cas, eux, comment peuvent-ils le prouver? On voit ici, il y a un pays normal comme la France, il n'a pas de base étrangère sur son sol. Et les autres, ils savent bien au fond que c'est pas normal d'avoir des bases étrangères sur leur sol. Mais ils se tortillent, ils disent oui, mais enfin quand même, c'est normal, on est aidés, etc. Tant que ça dure, au fond, est-ce que ça ne montre pas que oui, nous sommes colonisés volontairement? Je n'emploierai pas le mot colonisé. Quel mot? La tentation impériale américaine de nous traiter avec un certain mépris, on l'a vu dans tous les épisodes récents, tarifs douaniers, questions numériques ou encore Groenland. Il y a une tentation impériale américaine qui s'est fait jour avec Donald Trump, qui n'existait pas de la même façon avec ses prédécesseurs. Est-ce que vous en êtes sûr, ça? Là, il y a une faiblesse, je trouve, pardon. Rappelez-vous Obama qui faisait voler sur toute l'Europe ses vols secrets de la CIA, Obama qui avait appelé à renverser Kadhafi de la même façon qu'aujourd'hui ils appellent à renverser. En réalité, ils étaient plus polis, ils avaient des costumes peut-être mieux taillés, mais enfin, c'était le même impérialisme. Non, c'était pas tout à fait le même impérialisme, il n'y avait pas ce mépris-là, et il y avait malgré tout la capacité à prendre en compte la vie d'un certain nombre de pays européens. Mais, ce qui est vrai, et là où vous avez raison, c'est que la colonisation n'est pas loin. Dominique Villepin, une question encore. Vous êtes patriote français. Si vous étiez patriote israélien, si vous aviez un pays comme l'Iran à portée de missiles, qui veut l'arme nucléaire et qui dit je veux vous détruire, est-ce que vous auriez attendu? Attendre quoi? Est-ce que vous les comprenez? Alors, Monsieur Rochebin, j'ai mené les négociations sur le nucléaire iranien en 2003. J'en ai pris l'initiative. Bon. Encore fallait-il croire les mollahs. Pardon? Encore fallait-il croire les mollahs. Eux ne les croient pas. Eh ben oui, mais en 2015, les mollahs, ils ont bien fait, avec tous les défauts qui sont les leurs, ils ont bien fait ce qu'on attendait d'eux. Et les sanctions ont été levées, et le régime iranien aurait sans doute considérablement évolué, au moins sur le plan économique. Et ça, c'est un pari, un sacré pari. Mais envoyer ce régime qui tue 30 000 personnes aurait-il évolué? C'est ce qui s'est passé entre 2015 et 2018. Et c'est là où il faut quand même que Donald Trump assume la responsabilité qui était la sienne. Il a initié ce qui est aujourd'hui à la source de la tragédie que vivent une grande partie du peuple iranien. Donc, la chaîne des causes et des conséquences, ce que je dis, c'est qu'un autre chemin était possible. Il y a toujours une alternative. Et que le chemin du respect du droit, que le chemin de l'alternative diplomatique est presque toujours le meilleur. Et quand c'est la survie d'un peuple qui est en cause, et là, malheureusement, effectivement, beaucoup d'étapes ont été franchies, eh bien, il y a encore des possibilités. Par exemple,
avoir un vote à l'Assemblée générale dans le cadre de la responsabilité de protéger. Par exemple, créer une coalition comme nous l'avons fait dans le passé. C'est ce qui s'est passé avec l'OTAN dans le cadre du Kosovo. Mais là, nous avons une opération unilatérale faite en catimini et sans aucune forme de concertation, dans une logique simple, la force, la force, la force. Malheureusement, je le dis aujourd'hui, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la force permet tout, mais malheureusement, dans tous les cas de figure que nous avons connus, cela a conduit à l'impasse et au chaos. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Alter Radio.